Ambam, le gorille, la preuve vivante de la bipédie culturelle de nos ancêtres. Ambam est un gros mâle gorille au dos argenté qui vit en Grande-Bretagne dans un parc animalier du Kent. Il a la particularité de se déplacer souvent en marchant d'une façon presque humaine. Ce qui est troublant quand on regarde des vidéos d'Ambam que vous pourrez retrouver sur YouTube, Ambam s'écrivant A-M-B-A-M, vous tapez A-M-B-A-M gorille, vous trouverez les vidéos sur YouTube. Ce qui est donc troublant quand on regarde ces vidéos-là, c'est qu'on ne voit pas ou presque pas la différence entre sa démarche bipède et celle d'un homme un peu court en jambes. Bien sûr, sa marche bipède a dû être influencée par le contact des hommes et la vie avec ses soigneurs. Mais tout le processus évolutif qui mena à la bipédie humaine, la bipédie culturelle, est résumé dans la bipédie d'Ambam. Ambam ayant pratiqué la marche debout jeune, sûrement par un désir d'imiter ses soigneurs humains bipèdes et par le plaisir qu'il éprouvait à se tenir debout, a déformé son squelette et ses articulations comme ont dû le faire nos premiers ancêtres bipèdes. Ambam étend complètement ses genoux ainsi que les articulations de ses hanches et son rachis lombaire est légèrement cambré comme celui d'un homme. Il marche avec une grande facilité comme devaient marcher nos premiers ancêtres bipèdes. Bien loin des représentations grossières que l'on peut se faire des premiers hommes à la démarche chaloupée, au dos rond et aux genoux fléchis, la réalité devait être bien plus spectaculaire. On avait plutôt affaire à de gros singes de forêt de la taille de chimpanzé qui marchaient comme Ambam, c'est-à-dire comme un humain classique, d'une façon très économique et relativement gracieuse, tout en continuant à grimper dans les arbres pour y trouver refuge et nourriture. Il marchait donc comme Ambam et apprenait par mimétisme la bipédie totale très jeune, sans besoin d'une mutation particulière. Juste le désir, l'éducation et la déformation d'une structure sous l'effet d'un changement de position en pleine croissance. L'humanité commença à marcher en forêt sans mutation, par désir et possibilité. Mais la course debout lui était impossible, ce qui n'était pas bien grave. Les occasions de fuir en courant pour échapper à un prédateur sont rares en forêt, et l'arbre, le refuge, est toujours à portée de main. Pas de mutation pour la marche bipède parfaite comme le démontrent les singes japonais. Au Japon, il est traditionnel d'élever et de dresser des macaques pour des spectacles de singes. Saruwamachi. Les singes sont dressés à faire des acrobaties, mais surtout à marcher comme des hommes revêtus de costumes. Pour cela, l'apprentissage doit être intensif la première année, où les petits singes apprennent la bipédie totale pour pouvoir rester debout et marcher pendant tout un spectacle. Les études scientifiques réalisées grâce à de l'imagerie médicale ont montré que ces petits singes subissaient, à cause de cet entraînement intense, des déformations squelettiques portant principalement sur leur colonne vertébrale qui prend la triple courbure en S, si caractéristique des hommes, bien que moins prononcée. Cette déformation a pour effet de faciliter la marche et la stabilité en position bipède, en réalignant toutes les parties du corps dans l'axe de gravité. Pour devenir un parfait marcheur, un singe n'a donc pas besoin de mutation particulière. L'habitude de se relever et de rester debout les premières années suffit à déformer la structure osseuse d'un jeune singe quand son squelette est en pleine croissance et encore malléable, ce qui facilitera sa locomotion bipède le reste de son existence. La bipédie totale, pour apparaître, n'a donc pas eu besoin de mutation. Juste, il y a quelques millions d'années, le désir d'un jeune primate de forêt, notre ancêtre, de se relever pour que par mimétisme, le groupe finisse par l'imiter. Cette habitude, s'héritant par l'éducation, devint culturelle. La bipédie totale était née et avec elle commença la marche de l'humanité. La naissance de l'homme. Accepter ce que l'on est. L'homme refuse d'admettre que beaucoup de ses actions ne viennent pas de son libre arbitre, mais sont des automatismes inscrits génétiquement en lui. Il ne les maîtrisera consciemment qu'en acceptant sa part d'animalité, car accepter par l'esprit sa nature nous rend pur esprit, maîtrisant la matière, maîtrisant le corps. Sur la place de l'homme dans le règne animal. Le seul fait de reconnaître son animalité, en ayant la possibilité par l'esprit de s'extérioriser de nous-mêmes, pour se regarder avec distance, s'analyser et se comprendre, s'appelle la conscience d'être. La conscience est donnée par le verbe, et c'est cela qui nous place à part du règne animal. Le fait d'être capable de penser et dire « je suis un animal »
avec des comportements imprimés en moi. Et désormais, grâce à cette connaissance, je vais pouvoir les maîtriser pour maîtriser mon univers. Qui refuse d'admettre son animalité ne s'élèvera jamais vers la divinité. Sur la part divine de l'homme. Ce qui fait l'homme et le rapproche de Dieu, c'est la conscience d'être qui ne peut émerger que par l'apparition de la parole et des notions de temps et d'espace qu'elle véhicule. L'homme est un singe qui peut parler du passé et du futur, qui peut se parler à lui-même, et ce étant, il peut enfin parler à Dieu. Au commencement était le Verbe, étape fondamentale pour que naisse la conscience et se réveille Dieu. J'étudie les corps et les os depuis 30 ans. Ce sont mes recherches qui me poussent à certifier une évolution de l'homme. J'ai étudié l'orientation du deltoïde postérieur de l'homme et de la scapula, et tout confirme son évolution, avec une première fonction du deltoïde postérieur pour le déplacement quadrupède, ensuite une orientation progressive pour tirer le bras vers le bas dans sa fonction arboricole, avant que notre deltoïde postérieur tire le bras vers l'arrière, le centre et le haut, pour équilibrer les déplacements bipèdes et armer les tirs lors des projections. Tout cela, c'est une continuité évolutive qui va à l'encontre des théories sans preuve des créationnistes fixistes. Personne ne peut prouver que mon travail est faux. Mon travail, c'est ma sueur. Je la verse pour l'humanité et je hais le mensonge. Un Dieu logique. Si Dieu a créé l'homme en tant qu'homme et le singe en tant que singe, je ne vois pas pourquoi il a laissé à l'homme des restes inutiles d'opposants du gros orteil dans le pied. Soit Dieu est un farceur aimant se jouer des hommes en cachant de fausses preuves un peu partout, soit Dieu est une pure logique et il a généré les lois physiques mathématiques de ce monde et l'implacable sélection naturelle des gènes les mieux appropriés à la survie de l'espèce. Pour ma part, je préfère le Dieu logique d'un monde évoluant en permanence que le Dieu farceur des créationnistes fixistes. Créationniste et obscurantisme. Tout, je dis bien tout, prouve l'évolution et la transformation morphologique et physiologique des espèces au cours du temps. Mes recherches personnelles le confirment. Des recherches qui ne sont pas uniquement livresques, mes sources n'étant pas uniquement les écrits et les recherches des autres, mais avant tout ma confrontation au terrain par l'étude de l'anatomie humaine et de l'anatomie comparée. Ces recherches que je pratique depuis des décennies prouvent et confirment que notre anatomie est une restructuration d'une anatomie de grimpeur quadrupède, végétarien, à celle d'un être bipède total, omnivore. Toute notre structure le prouve. Notre épaule et ses problèmes de conflit sous-acromial ou de rupture du chef long du biceps, nos fréquentes pathologies de la zone sacro-lombaire, la présence vestigiale de notre appendice intestinal ou nos muscles opposants vestigiaux du gros orteil sont des preuves indiscutables. Ceux qui affirment la création de l'homme dans sa structure actuelle sont soit des cons, refusant de voir la réalité, soit des gens ayant été trompés par de faux enseignements, soit des menteurs et des escrocs, vivant sur la crédulité des gens ou prenant plaisir à égarer les hommes. Je refuse de croire en un Dieu menteur, dispersant des fausses preuves de l'évolution pour se moquer de sa création. Non, mon Dieu à moi est un Dieu d'amour, dont les lois sont les lois physiques du monde, et dont l'évolution des espèces pour s'adapter au milieu toujours changeant est une des lois principales. Comprendre la loi des mutations. Tout organisme mute. Une mutation est une modification de l'information génétique. Les mutations sont aléatoires et en général négatives pour l'individu, celui-ci étant le plus souvent déjà parfaitement adapté au milieu dans lequel il évolue. Une mutation viendra le plus souvent perturber l'ordre établi et limiter, voire annihiler ses possibilités reproductives. Mais si pour diverses raisons un changement de milieu se produit, l'espèce tout entière se trouvera alors dangereusement désadaptée. Et les mutations aléatoires qui se produiront à ce moment précis pourront entraîner chez certains individus des restructurations du schéma de construction de l'organisme, débouchant alors sur une meilleure adaptation au nouveau milieu et de plus grandes chances de survivre, pour ainsi transmettre ses gènes et sauver l'espèce tout entière. Les mutations sont donc des réservoirs d'adaptation à de futurs possibles. La conquête et la chute.
Si nos ancêtres simiesques se sont redressés pour devenir des hommes et conquérir le monde, pourquoi d'autres singes n'ont-ils pas suivi ce même chemin évolutif? Tout simplement parce que la place étant prise, l'homme déjà installé dans les lieux ne laisse aucune chance à la concurrence d'y venir. C'est une cruelle loi que l'on retrouve dans l'évolution des êtres vivants, comme en économie. Quand une niche écologique est prise par une espèce ou qu'une niche économique est prise par une société, il est très difficile de l'en faire partir et l'espèce ou la société déjà dans la place écrasera sans pitié la concurrence tentant de venir s'imposer sur son territoire calorique. Ainsi fonctionne le monde, ainsi s'imposent les espèces et les sociétés, et ce n'est jamais directement la concurrence qui fait chuter le maître des lieux, mais un changement de milieu imprévu qui permet à une concurrence de devenir mieux adaptée au nouveau milieu et d'évincer les maîtres des lieux, que ces maîtres soient organiques ou économiques. L'humanité sauvée par ses fesses. L'entrée en savane fut des plus problématiques pour nos lointains ancêtres bipèdes et leur survie tient de l'exploit. La forêt est un milieu relativement sûr pour un primate de taille moyenne, car il y a peu de grands herbivores en forêt, donc peu de grands prédateurs qui s'en nourrissent. Pour le végétarien, la configuration calorique énergétique de la forêt fait que les aliments se répartissent entre le sol et la canopée. Dans une lutte permanente, les végétaux pour capter l'énergie solaire, les feuillages, les fruits et les parties comestibles se retrouvent soit en hauteur au niveau de la canopée, la cime des arbres, soit au sol ou au niveau des petits arbustes. Bien qu'en forêt, la biomasse, c'est-à-dire le volume d'êtres vivants, soit plus importante qu'en savane, du fait de l'humidité et de l'abondance végétale, les gros animaux sont plus rares. Les mammifères végétariens sont soit terrestres et de petite ou moyenne taille pour plus facilement se déplacer dans ce milieu boisé, soit arboricoles et rarement lourds. La loi de la gravitation étant souvent très sélective lors des chutes pour les individus d'un poids trop élevé. Lors d'une chute, ce n'est pas le contact avec le sol qui tue, mais l'énergie cinétique accumulée dans le corps qui fait que l'on est écrasé par soi-même et que plus on est lourd, plus l'énergie accumulée dans le corps devient importante et destructrice. En savane, pour un végétarien, la configuration calorique et énergétique est complètement différente de celle de la forêt et les aliments sont essentiellement au niveau du sol. En savane, milieu bien moins humide que la forêt, le feuillage des végétaux se retrouve principalement au niveau du sol. Et à part quelques bosquets d'arbres isolés, c'est l'abondance des graminées, des épineux, des plantes coriaces fibreuses et des plantes aux feuilles recouvertes d'une surface épaisse et imperméable. Tout ça pour se protéger de l'évaporation de leur liquide et des animaux. Les végétariens qui vivent en savane sont souvent de grande taille, comme les buffles, les gnous, les élans du Cap, les zèbres et bien plus nombreux qu'en forêt. Ces végétariens sont le plus souvent des herbivores, se nourrissant de graminées, de feuillages coriaces, et leurs systèmes digestifs sont donc le plus souvent de grande taille. Ils sont une usine à casser la cellulose par fermentation pour en tirer les nutriments. Un herbivore de savane, c'est souvent un énorme système digestif entre 4 puissantes et longues pattes pour fuir de grands prédateurs. La savane, c'est le règne des grands herbivores et des fauves qui s'en nourrissent. Mais il y a quelques millions d'années, le nombre des grands prédateurs qui y vivaient était bien plus important qu'aujourd'hui. Et les parcs naturels kényans, où les touristes font leur safari photo, sont bien moins dangereux que la savane que nos ancêtres bipèdes commençaient à arpenter. Ce fut un véritable exploit pour nos petits ancêtres d'une quarantaine de kilos d'y survivre. Cette survie fut due premièrement à leur structure sociale extrêmement complexe et hiérarchisée, mais surtout à une sélection drastique des individus les mieux conformés pour fuir, pour courir jusqu'à l'arbre et se mettre à l'abri des lions, des léopards, des hyènes et d'autres fauves de l'époque. Cette sélection accélérée des mutations les plus adaptées à ce nouveau milieu se fit dans un premier temps d'une façon très visible sur la structure du bassin, avec le développement d'un muscle fessier fait pour accélérer et courir le plus rapidement possible quelques dizaines de mètres jusqu'à l'arbre et s'y réfugier pour ne pas finir dans l'estomac des prédateurs. C'est ainsi que les australopithèques, rendus célèbres par Lucie, étaient nés. Australopithèques qui ne sont morphologiquement, et en y regardant de plus près, que des chimpanzés avec des mâchoires de mâcheurs de viande et de plantes coriaces, mais avec un bassin typiquement humain, des proto-humains, vieux de près de 4 millions d'années en somme.